Je vais galérer à mon tour. Hop. Tiens, lequel va tomber. Moi j'ai besoin de juste ça. Ah, t'as pas besoin de l'adaptateur? Oui, c'est ce que je te disais. Bon, L'avantage des briques. le stress. T'inquiète. Laisse-le sinon j'aimerais bien. Je peux sortir le mien, mais je pense qu'il est à. Ouais. Okay. Moi, je. À quelqu'un, mais. Non, il n'est pas aux organisateurs, il va à quelqu'un. On partira pas. Ah mais c'est quoi cet adaptateur? Je peux pas avoir le double écran? Bon, très bien. Ça devrait aller, a priori. Ça a l'air d'être bon. Hop. C'est clickbait, j'avoue. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pardonnez-moi le titre, c'était très clickbait, mais je voulais parler de formation. Parce que la plupart du temps, je travaille chez BAM depuis maintenant 5 ans, on est une boîte en ESN, et effectivement, quand les clients viennent nous voir, ils me disent je veux que des seniors, comme ça, je n'aurai besoin de former personne, et ça va nous permettre d'aller super vite. Et en fait, de mon expérience, ça marche rarement aussi bien. D'une part parce que quand on fait appel à une ESN, les seniors, ils coûtent généralement assez cher. Du coup, la personne qui a levé quelques fonds arrive avec son équipe de seniors qui va pouvoir développer que pendant 1 mois et demi, alors qu'il aurait besoin d'avoir une roadmap sur 6 mois. Et finalement, il se dit, va peut-être falloir que je mixe un peu mon équipe. Et puis, quand ils ont des équipes en interne, moi j'ai eu un cas particulièrement extrême, mais où on avait 2 seniors sur le back-end qui ne se parlaient pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur leur concept d'architecture. Donc on avait 2 architectures qui étaient ensemble dans le back-end, du coup qui généraient plein de bugs bien sûr, et ils ne voulaient pas travailler ensemble sur le code de l'un de l'autre parce que l'autre était nul. Bon. J'espère pour vous que vos seniors sont moins caractériels qu'eux. Et en même temps, il y a aussi la question de l'internalisation. J'ai eu pas mal de clients où quand on a fini la mission, très bien, on les a aidés à faire leur fonctionnalité phare, leur première mise en prod, peut-être la deuxième, la troisième, et puis ils me disent maintenant ça coûte trop cher, on a envie d'internaliser, et on a envie d'avoir des seniors pour qu'ils soient parfaitement autonomes sur le code et que j'ai jamais de problème avec eux. Et là vient le moment du recrutement. Beaucoup de seniors veulent être freelance, ou ils coûtent cher, ou on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment compétents, et en fait, dans tous les cas, il faut former. Chez BAM, moi, je suis responsable en partie de la formation des tech leads, de faire en sorte qu'ils soient formés sur le long terme et qu'ils arrivent à continuer à progresser. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment on s'y prend. Nous, on s'est appuyé sur ce livre, Toyota Talent. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Franchement, c'est une purge, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, lisez ça avec des amis, parce que, va falloir que vous ayez du courage pour arriver jusqu'au bout. Toyota, quand ils sont montés, en fait, c'était au moment de la guerre, il y avait beaucoup de personnes qui étaient les bons ouvriers étaient dans des usines d'armement, et donc ils se sont retrouvés à ne pas pouvoir embaucher de personnes qui savaient vraiment faire le boulot de l'usine. Donc ils se sont dit, en fait, on va embaucher des gens qui ont du bon sens, et on va les former sur tous les postes, que ce soit ingénieur, chef de production, ouvrier, riveteur, ce que vous voulez. Et en fait, je sais pas, mais on s'est dit, ok, on va essayer de faire ça. On va recruter des gens qui savent apprendre, qui ont envie d'apprendre, et on va faire en sorte qu'ils arrivent à progresser. Pour faire ça, du coup, ça veut dire que la formation, elle est partout. Tout le monde forme, tout le monde est intéressé pour être formé, et tout le monde a envie de progresser. Comment ça se traduit? Il y a une partie de la formation qui est bien sûr hors production. Souvent, dans les entreprises, ça se traduit par « Tiens, regarde, tu as ce super blog sur lequel tu as plein de tutos, suis-les et ça va bien se passer ». On a compris que ça ne marchait pas très bien. Donc on a une formation initiale qui est adaptative par rapport au premier projet que la personne va rencontrer en arrivant dans l'entreprise, pour qu'elle maîtrise faire les premiers composants visuels, utiliser Query, Jotai, j'en sais rien en fonction du projet sur lequel il va travailler. Et puis on a ce qu'on appelle des dojos. Concrètement, on répète des gestes qui sont un peu compliqués à acquérir. Comment je fais une bonne relecture de code et je sais savoir si le code il est bien ou pas. Mais ça peut être aussi comment je mène une discussion difficile avec mon client, comment je lui donne la visibilité pour pas qu'il s'inquiète parce que le projet est en retard, il a l'impression d'avoir de la maîtrise sur sa roadmap. Il y a une deuxième partie, c'est les partages d'apprentissage.
Vous voyez, je suis quand même assez jeune. Et en fait, on ne devient pas fort par soi-même, on devient fort parce qu'il y a d'autres gens avec qui on discute et qui nous apprennent des choses. Donc il y a des conférences comme aujourd'hui, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est bien aussi de partager au sein de l'entreprise. Donc pour ça, on a des partages généralement sur les projets, mais aussi interprojets. Donc certaines personnes viennent faire des formations de 30 minutes tous les vendredis pour présenter un truc qu'ils ont appris, un morceau de veille qui les intéresse. Et tous les tech leads de tous les projets se voient une fois par semaine pendant 45 minutes où justement là on partage notre veille parce que on ne veille pas tous les mêmes choses. Donc c'est hyper intéressant de savoir, ah bah tiens, moi j'ai découvert Bun, c'est vachement cool, ça va beaucoup plus vite que Yarn, très bien. Moi je l'ai essayé sur mon projet, ça marche très bien. Pour faire la migration, vous pouvez venir me voir. On a fait plein de nouvelles PR sur RNTL. Venez tester nos fonctionnalités, faites-nous des retours. Donc ça marche pas mal. Le troisième pilier, c'est la standardisation. Entre projets, on écrit beaucoup pour documenter un petit peu les meilleures pratiques qu'on a aujourd'hui dans l'entreprise. Donc c'est des choses qui bougent beaucoup. Entre deux passages, généralement, le standard a changé. Mais parce qu'en fait, tout le monde écrit un petit peu ce qu'il a appris sur ses projets et les nouvelles choses qu'ils ont envie de développer. Et ce dont j'ai envie de vous parler vraiment aujourd'hui, c'est les matrices de compétences. Pourquoi ? Parce que quel que soit son niveau, on a plein de choses à apprendre. Si on se dit je veux devenir super fort demain, il va falloir un peu échelonner. Et c'est ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de vraiment tirer l'apprentissage des gens qui arrivent, qu'ils soient débutants, qui commencent à être des devs un peu autonomes, qui commencent à gérer une équipe, qui commencent à gérer des équipes, et jusqu'au CTO. Pour créer une matrice de compétences, je ne sais pas si vous avez fait déjà l'exercice, un junior qui arrive sur un projet, vous avez 3 semaines pour faire en sorte qu'il maîtrise un peu votre code base et vous ne savez pas par où commencer. C'est pas évident. Chez BAM, on a une première partie qui sont les matrices de compétences qui s'adressent un peu à tous les devs, qui sont vraiment très transverses entre les projets. Donc celle-là, c'est notamment celle sur laquelle j'ai travaillé pour les tech leads. Et puis il y a une partie sur les projets. Moi, les outils que j'utilise quand j'essaie de faire cet exercice-là, alors dans Toyota Talent, ils appellent ça le job breakdown. En vrai, le terme, on s'en fiche un petit peu. Grosso modo, c'est une carte mentale. C'est-à-dire, par exemple, je veux documenter la conception que je fais. En fait, il faut savoir documenter une architecture. Donc nous, on utilise par exemple les schémas C4. Bon, il y a plein d'autres méthodes. Je fais un choix d'architecture, je veux le documenter, je sais faire un ADR, je sais le présenter à mon client, mon équipe le comprend. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend, que ce soit sur le delivery, je fais la conception d'un ticket, je fais un challenge technique, j'ai un nouveau code que je ne connais pas, comment je rentre dedans, voilà, il y a plein de sujets. La deuxième chose, je vous conseille d'aller observer vos collègues. Déjà, non mais ça paraît hyper bizarre comme ça, hyper creepy, mais pas du tout. En fait, en allant observer les gens de vos équipes, vous allez voir comment ils travaillent et en fait les compétences qui leur manquent vraiment. Et des fois, il y a des choses, vous dites mais je ne pensais pas que c'est un truc que je devais apprendre à cette personne. Typiquement, vous allez voir un dev qui commence un petit peu et en fait, il a 10 000 fenêtres d'ouvertes sur son VS Code et il passe plus de temps à chercher son fichier sur lequel il est en train de travailler qu'à vraiment travailler. En fait, c'est peut-être qu'il a un petit truc à apprendre sur comment je gère mes fenêtres. C'est bête comme compétence, mais en fait, ça va peut-être le faire accélérer très rapidement. Et la dernière chose, c'est un outil de Toyota Talent. J'en ai pas fait souvent, mais ça m'a permis de surtout analyser mes workflows. Alors, je vous demande pas de lire parce que franchement, ça va être écrit très petit. Cette partie-là, c'est Toyota qui a inventé, ils aiment bien les trucs très standardisés. Mais ici, c'est vraiment chaque petite étape sur lesquelles vous allez travailler pour réussir à faire la tâche que vous voulez faire. Par exemple, je sais pas, vous voulez créer un nouveau module Nest. Bon, en fait, pour créer un nouveau module Nest, il faut faire plein de choses et il faut se déplacer dans le code à plein d'endroits. Et du coup, partout, on marque le temps que c'est censé prendre théorique pour quelqu'un qui sait faire. Et ça vous permet aussi de comparer un petit peu avec un junior. En fait, potentiellement, si c'est pas bien faire, il y a des tâches qui vont mettre beaucoup trop de temps à faire par rapport à ce qu'il devrait faire. Et donc, ça va vous permettre d'identifier rapidement les petits gestes sur lesquels il faut qu'il progresse. Moi, j'en ai fait une récemment. Je travaille sur un projet TV. Et sur un projet TV, quand on veut installer son APK sur la TV, c'est extrêmement casse-pied. Déjà, il faut avoir l'IP de la box sur laquelle on travaille. Une fois qu'on s'est connecté, il faut du coup installer, il faut trouver la bonne télécommande de la box, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on perdait beaucoup trop de temps à juste installer des applications. Donc ça ne sert pas à former, mais moi, ça m'a permis de savoir que j'avais un énorme potentiel d'amélioration sur mon projet parce que
chaque fois que quelqu'un devait tester une fonctionnalité sur vrai device, il mettait 15 minutes à arriver à lancer la TV. Dommage. Je parlais maintenant de... Là, maintenant, vous avez un petit peu, a priori, réussi à identifier les compétences sur lesquelles vous devez former les gens. Après, à vous de faire un peu l'ordre de... ok, j'ai un super junior, vraiment, il sort d'école. Moi, je fais du React Native, il a fait un petit projet perso React Native où il a affiché une liste et une carte. Il ne sait pas faire grand-chose, comment je le forme? Puis après, vous avez des mecs qui ont 28 ans d'expérience, qui ont fait plein de choses. Et là, peut-être que la marge d'apprentissage, elle est plus petite, mais en tout cas, il y aura toujours des choses à apprendre. Et donc, du coup, il faut vachement prioriser ce qu'on va leur apprendre. Et donc, du coup, sur le moment de comment former, moi, j'aime bien cette matrice qui est présentée, qui est les typologies de travail. En fonction de dans quelle typologie on se trouve, c'est pas du tout la même formation. Sur le travail de routine, donc des choses que vous faites tout le temps, faire un bon commit unitaire. Je pense que là, on est beaucoup de devs. Je pense que faire des commits, vous en faites quand même beaucoup par jour. J'espère en tout cas, si vous découpez bien vos commits, clairement, c'est de la routine. C'est quelque chose que vous faites tout le temps. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez hautement standardiser. Et a priori, si vous faites plusieurs fois le geste avec la personne, elle va savoir faire. Vous avez des trucs qui vont peut-être être un petit peu plus techniques, mais vous faites souvent. Moi, je fais du front, clairement, créer un composant. On le fait tout le temps. Mais tous les composants sont un petit peu différents. Donc là, il va y avoir un petit peu plus de finesse. Et il y a quelque chose où il va falloir former la personne, probablement avec pas mal de pair programming, à repérer qu'est-ce qui est une pièce OK et qu'est-ce qui est une pièce KO. Qu'est-ce qui fait que mon composant aujourd'hui, c'est un bon composant que je vais pouvoir réutiliser? Qu'est-ce qui fait que mon composant hyper spécifique va être robuste et va pouvoir être maintenu dans le temps? Les trucs de craft, c'est vraiment des choses, a priori, c'est toujours à peu près la même chose, mais c'est difficile à faire. Je veux mettre en place Fastlane pour déployer hyper vite mon application. Je ne sais pas si ça vous parle. Ou je sais pas, je travaille, je dois faire une fonction dans mon Gradle pour ceux qui font des applications Android, j'en sais rien. Bon, des choses qui sont finalement assez souvent faites, mais qui sont faites assez souvent pour chacun des projets, mais sur chaque projet, vous le faites peut-être une ou deux fois. Et du coup, il y a très peu de gens dans l'équipe qui maîtrisent. Mais en vrai, ce geste-là, il est si on sait faire, c'est hyper facile. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez tout intérêt à écrire des standards et à transmettre au sein de votre entreprise, ou même peut-être écrire un article parce que ça va toucher plein de gens. Toujours à peu près la même chose, même si vous le faites qu'une fois. Et après, les trucs non routines. Alors là, c'est les choses les plus compliquées. Il faut savoir que chez Toyota, quand ils ont des personnes qui doivent dessiner les voitures, ils savent que c'est un boulot extrêmement compliqué. Et du coup, là, ce qu'ils conseillent, c'est de faire du shadowing de la personne pendant 6 ans. Donc, j'espère pour vous que vous n'avez pas trop de tâches comme ça. Non, en vrai, dans les faits, ça veut dire aussi que c'est le genre d'apprentissage. Nous, par exemple, on l'utilise pour les personnes qui doivent apprendre à faire passer des entretiens. Mais en fait, faire passer un entretien, c'est toujours très différent. On ne le fait pas très souvent. Tous les candidats sont très, très différents. On ne veut pas checker forcément les mêmes choses. Donc, quelque chose qui marche bien, c'est aller observer plusieurs entretiens faits par quelqu'un d'autre, commencer à en faire en se faisant observer, en prenant des retours, et puis après, au bout d'un moment, a priori, vous saurez faire passer des entretiens plutôt correctement. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui aide pas mal à se dire, bon, en fait, ok, qu'est-ce que j'essaye de faire? A priori, du PP sur le technical, routine et craft, écrivez, franchement, standardisez vos méthodes. Non-routine, faites-vous observer énormément, et a priori, on apprend. Ça, je pense que tout le monde le sait à peu près. Mais comment je forme quelqu'un quand vraiment je veux lui apprendre quelque chose? Tu parlais, Elise, de faire des retours sur les code review. En fait, souvent, quand on essaye d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est un peu fouillis. On n'a pas vraiment prévu de lui apprendre quelque chose. Là, je vous ai mis un espace de travail complètement encombré. Mais en fait, je sais pas, vous avez eu ce moment où vous avez un dev qui vous a dit « Bon, j'arrive pas à débugger mon test, je comprends pas comment ça marche. » Et là, vous allez dire, en fait, là, regarde, tu peux, mettre en place, utiliser telle extension, comme ça va te permettre de mettre un debugger, tu mets un point d'arrêt là, et puis tu essayes de montrer sur ton poste, mais en fait, toi, tes tests, ils ne tournaient pas, parce qu'au moment où ils t'en donnent, forcément, tu n'avais pas les tests. Et du coup, ça, juste, c'est fouillis, parce qu'il faut revenir sur Develop, avoir des tests qui marchent bien, reproduire à peu près l'erreur que lui, il a, lui montrer, et en fait, la personne, elle est complètement perdue, parce que vous avez fait 10 étapes qui ne servent à rien. La deuxième étape, c'est comprendre ce que les gens savent déjà. Là, je n'ai pas trop pu le faire avec vous,
vous posez des questions au départ, c'est un peu compliqué, mais souvent, on essaye de former quelqu'un sans vraiment savoir où il se situait au départ. Donc soit on va lui donner trop d'informations, et du coup, il va être complètement perdu. Soit vous lui en donnez pas assez par rapport à la compétence qu'il avait déjà initialement, parce que vous n'avez pas compris vraiment ce qui le bloquait. Donc vous perdez du temps, il perd du temps, c'est pas efficace, et juste vous mettez 10 ans à arriver à former les gens. Et la dernière étape, vérifier ce que la personne a retenu. Je pense que c'est l'étape qu'on skip la plupart du temps. On a quelqu'un qui vient nous voir, il est bloqué, on l'aide, je lui ai expliqué les principes de base, il va s'en sortir. En fait, il n'a rien retenu. Donc vraiment poser la question, mais en fait, qu'est-ce que tu as compris? Si tu devais me réexpliquer, comment tu réexpliquerais? C'est quelque chose qui marche pas mal, en tout cas pour moi. A priori, là, vous savez un petit peu mieux former déjà. La question, c'est maintenant comment on suit la formation. Alors ce truc-là, c'est un peu moche, mais pour l'avoir mis sur plusieurs projets, c'est pas mal. Ça permet de, suivre les compétences. Donc là, il s'est mis ici. Vous pouvez la mettre dans votre sens, vous faites comme vous voulez. Les gens que vous voulez former dans votre équipe et leurs compétences. Alors ça, c'est le mode de Toyota. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais en gros, un cercle plein comme ça, c'est... je connais la théorie. Je l'ai déjà appliqué avec quelqu'un au moins une fois. Je sais le faire en autonomie, même sur des cas un peu complexes, et j'ai déjà formé des gens dessus. A priori, si vous avez formé quelqu'un et que la personne elle sait vraiment faire maintenant, c'est que cette compétence, vous la maîtrisez vraiment bien de manière solide. L'objectif, ça serait que tout le monde soit comme ce Phil Turek qui maîtrise absolument tout. Et ici, c'est la partie qui vous intéresse un petit peu si vous gérez une équipe, mais c'est un peu savoir, est-ce que vous avez suffisamment de monde dans votre équipe qui maîtrise les compétences? Je ne sais pas, par exemple, créer un nouveau composant, vous avez envie que tout le monde sache faire si vous faites du front. Mais peut-être que, je ne sais pas, vous utilisez GitHub Action. Bon, GitHub Action, si vous avez 2 personnes dans l'équipe qui savent en écrire, a priori, la CI elle ne bouge pas tout le temps, c'est pas trop grave. Et le jour où elle casse, vous n'aurez pas les 2 personnes en vacances, bon, ça devrait aller. Croisez les doigts. Et du coup, ici, vous avez donc un petit peu vos objectifs, comment ça évolue, et par ici, comment les gens progressent. C'est important la progression des gens, parce que c'est souvent quand même quelque chose qui aide à rester dans une entreprise longtemps. Quand on arrête de progresser, on se dit je vais voir ailleurs. Voilà, donc un outil, vous pouvez... moi, je sais que j'ai des onglets qui s'ouvrent et qui se ferment par rapport aux différentes compétences, mais c'est quelque chose qui aide bien un petit peu à suivre dans le temps. Puis même pour les gens, c'est assez motivant. Je mets les dates de ce qu'on veut, de quand est-ce que la personne a envie d'être formée. Je sais pas. Bon, Théodo et BAM, on fonctionne un peu pareil. Donc on fait aussi des conceptions techniques, mais pour un développeur qui vient d'arriver, maintenant je sais faire les conceptions techniques d'une track un peu simple, et quelqu'un d'autre dans l'équipe peut l'apprendre et il va développer sans problème. C'est toujours un moment où on se dit, vas-y là, je commence à être un peu bon, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui, moi je vois, apporte quand même du bonheur dans l'équipe. Et du coup, maintenant qu'on a cette magnifique matrice, qu'on a envie de continuer à progresser, parce que a priori, au bout d'un moment, vous aurez réussi à la remplir, comment on fait en sorte que ça continue de progresser? Pour moi, il y a plusieurs outils. Il y a déjà, continuer à standardiser ce que vous avez appris, et partagez-le dans vos équipes, dans vos entreprises, dans des meet-up. Je pense que tout ce que tu as appris, Elise, c'est trop bien, et voilà, il faut le présenter à plus. Il y a l'aspect faire de l'amélioration continue. Je ne sais pas si vous en faites beaucoup, mais c'est vraiment un truc de ma CI, elle tourne en 30 minutes. Comment je fais pour qu'elle tourne en 20? Je sais pas, par exemple, moi je parlais de mes TV sur lesquels on met 15 minutes à installer. En fait, comment on améliore notre bench de test pour faire en sorte que demain, quand je vais installer une application sur une TV, ça me prenne que 3 minutes. Je vais accrocher un debugger dans un système. Aujourd'hui, en fait, je dois trouver le process node, machin, c'est trop chiant. En fait, peut-être que demain, vous allez avoir quelque chose qui vous permet d'attacher votre debugger tout de suite. Et en fait, du coup, vous allez générer plein de connaissances. Et demain, vous allez pouvoir les partager à d'autres personnes dans votre entreprise. Et ça fera évoluer toutes les matrices de compétences de tout le monde, parce que tout le monde devra savoir faire. Et la dernière chose, et je pense que c'est un peu le plus important, c'est quand vous avez formé quelqu'un, planifier le travail intelligemment pour qu'il repratique régulièrement ce qu'il vient d'apprendre. Je pense que vous connaissez tous un petit peu là, ce zone de danger, zone d'apprentissage, zone de confort. Si quelqu'un est toujours dans sa zone de confort, a priori il fait que des choses qu'il sait déjà faire, c'est bien, c'est reposant, mais au bout d'un moment on s'ennuie un peu.
Zone d'apprentissage, c'est le moment où c'est un peu difficile, on google un peu, on va demander de l'aide. En fait, on apprend quand même plein de choses. Zone de danger, c'est le moment où on n'y arrive plus. En fait, finalement, on fait toute la fonctionnalité en PP avec un collègue, qui finalement, c'est pas vraiment du PP, c'est le collègue qui fait, et puis on comprend rien. Puis en fait, la personne n'a pas du tout été formée, et c'est dommage. Donc, essayez quand vous planifiez le matin en daily les tickets que les gens prennent, ou peut-être si vous planifiez à la semaine ou au mois, de voir qu'un maximum de gens aient des tickets dans leur zone d'apprentissage où ils vont pouvoir a priori consolider ce qu'ils ont appris et ce sur quoi vous les avez formés. Et voilà, pour moi,